Donc rapidement, je vais faire un petit rappel sur l'histoire de l'angioplastie coronaire. Donc on a commencé par l'angioplastie au ballon seul avec pas mal de problèmes, l'occlusion aiguë, les dissections, le recoil élastique et l'arosténose. Ensuite, les stents tenus qui ont eu comme problématique principale l'arosténose. Puis enfin, les stents actifs dans les années 2000 avec une grosse diminution de l'arosténose, mais par contre, des thromboses de stents en particulier tardives, avec différentes évolutions et différentes générations de stents actifs. Néanmoins, on voit que malgré l'évolution technologique, on garde des événements. Donc, dans cette méta-analyse qui était sur plus de 25 000 patients, on voit que passé la première année post-implantation du stent, il y a un taux d'événement qui est à peu près de 2% par an, et ce, quel que soit le type de stent. Et donc ça apporte l'idée que les événements sont liés au fait qu'on laisse un corps étranger définitif dans l'artère. Donc de ça est né le concept du Leave Nothing Behind, donc c'est-à-dire on va mettre un support mécanique initial au moment où l'artère a été lésée, le temps de la cicatrisation de l'artère, associé à une drogue antiproliférative pour éliminer la rosténose. Et puis, on veut que ce dispositif se résorbe complètement, passer la phase où l'artère a été lésée, donc après la cicatrisation de l'artère, en 1 à 3 ans, pour récupérer une artère neuve, sans plaque et sans stent, avec des objectifs, des avantages qui sont au moins théoriques, qui seraient d'améliorer la vasomotricité et la fonction endothéliale, de diminuer l'inflammation chronique qui, on sait, est le siège de la néoathérosclérose et des thromboses tardives, de faciliter l'imagerie non invasive, notamment le coroscan qui est énormément gêné par les stents, les réinterventions, que ce soit l'angioplastie ou les pontages, et enfin, pour respecter les préférences personnelles du patient qui refuse d'avoir un implant permanent. Donc, dans les années 2010 est né le premier stent biorésorbable, le stent Absorb, qui était fait avec un polymère dérivé de l'acide lactique, le PLLA, avec des mailles assez épaisses, autour de 150 microns versus plutôt 70-80 microns sur les stents actifs de dernière génération, et avec un stent qui se résorbait par un mécanisme d'hydrolyse en environ 3 ans, avec des premières cohortes first in man qui montraient des résultats prometteurs, également des premiers essais randomisés sur des effectifs assez conséquents qui montraient des résultats intéressants. Néanmoins, rapidement, sur les suivis à 3 ans, on a vu une augmentation des événements cardiovasculaires, donc des critères composites décès cardiovasculaire, infarctus du vaisseau cible, revascularisation, et également une augmentation des thromboses de stent. Et ces résultats ont été confirmés dans des méta-analyses, notamment celle-ci sur plus de 5000 patients. On voyait en haut une augmentation des target lesion failure, donc un critère composite décès cardiaque, infarctus du vaisseau cible et revascularisation du vaisseau cible, et en bas, des thromboses de stent. Tout ça a abouti en 2017 au retrait commercial du stent Absorb. Donc ensuite, l'idée, ça a été de dire, est-ce que ces technologies étaient à jeter ou est-ce qu'on peut identifier les mécanismes d'échec et peut-être progresser sur la technologie? Ce qui a été vu dans des études d'imagerie endocoronaire, notamment d'OCT, c'était différents mécanismes. Premièrement, ce qu'on appelle la discontinuité de scaffold, donc c'est une résorption inhomogène du stent qui va potentiellement libérer des parties du stent dans la lumière artérielle, donc entraîner des complications thrombotiques, également des malappositions, des sous-expansions, un retard d'endothélialisation avec des stents non recouvertes à distance, de l'inflammation lors de la phase de résorption et enfin de la néoathérosclérose. Dans cette étude d'OCT sur des thromboses tardifs de stents biorésorbables, on voyait que le mécanisme principal, c'était la discontinuité de stent, suivi ensuite de la malapposition et de la néoathérosclérose. Ensuite, s'est posé la question de dire est-ce que c'était uniquement lié au stent ou est-ce que c'était lié à la technique d'implantation qui était mauvaise. Et donc, dans cette étude, on comparait une technique d'implantation optimale, donc qui correspond à la courbe rouge, à une technique sous-optimale, la courbe bleue, sur, encore une fois, les target lesion failure et les thromboses de stent. Et on voyait que quand, à la fois, le sizing, la prédilatation ou la postdilatation était sous-optimale, on avait une augmentation des événements cardiovasculaires. Dans la même étude, on voyait que l'angioplastie de petits vaisseaux, donc moins de 2,25 mm, entraînait une augmentation des événements. Et donc, il y a 2 mécanismes qui sont ressortis. C'est 1, éviter de stenter des petites artères avec ces stents, et 2, d'avoir une technique optimale d'implantation, dite PSP, prédilatation, sizing et postdilatation optimale pour éviter les événements. Ça a été étudié dans cette étude, plus de 2000 patients, éviction des petites artères, technique PSP, et malgré ça, il restait une augmentation des événements cardiovasculaires, target lesion failure et thrombose de stent, donc bien lié au device lui-même et pas seulement à la technique d'implantation. Donc pour résumer, les mauvais résultats, ils étaient liés à plusieurs choses. Premièrement, des mauvaises propriétés mécaniques du polymère, donc il y avait une faible résistance mécanique et donc nécessité d'avoir des mailles épaisses, un ratio métal-artère important, une implantation sous-optimale
en partie liée à ses mauvaises propriétés mécaniques, et enfin une résorption lente du polymère qui était donc associée à une inflammation lors de la résorption. Et donc tout ça aboutissait aux événements qu'on a vus d'abord: malaposition, retard d'endothélisation, perturbation de flux, discontinuité, néoathérosclérose et donc des complications thrombotiques. On a quand même voulu voir s'il y avait des signaux intéressants en faveur des stents ou est-ce qu'il fallait abandonner cette technique. Donc ça, c'est l'ensemble des études Absorb, donc 6000 patients avec un suivi à 5 ans. On voit effectivement, que ce soit à gauche sur la target lesion failure ou à droite sur les thromboses de Sten, qu'il y a une majoration des événements. Néanmoins, on voit que cette augmentation d'événements, elle est limitée à la période 0 à 3 ans, qui correspond à peu près au temps de résorption du stent. Et on voit que passé 3 ans, il n'y a plus d'événements en plus dans le groupe stent biorésorbable. Ça, c'est la même chose. Avec à gauche, sur la thrombose de stent, on voit sur la partie droite du schéma que passé 3 ans, il y a très peu de thromboses de stent qui sont peut-être même inférieures par rapport au stent actif. Et sur l'image de droite, on voit qu'il y a une évolution au cours du temps du risque d'échec du vaisseau cible avec les stents biorésorbables et avec même peut-être des meilleurs résultats à 5 ans. Et donc tout ça serait plaiderait pour les mécanismes supposés bénéfiques à long terme des stents biorésorbables. Donc l'idée, ça a été d'explorer de nouvelles voies, d'avoir des nouveaux stents avec des meilleures propriétés mécaniques, des mailles plus fines, une meilleure résistance mécanique, d'avoir une meilleure technique d'implantation, que ce soit l'utilisation de la technique PSP, l'utilisation large de l'imagerie endocoronaire en pré-implantation et en post-implantation pour vérifier la bonne mise en place du stent, et également une bonne sélection des lésions. Et ensuite des nouveaux matériaux, que ce soit des polymères ou des métaux résorbables, avec une période de résorption plus rapide et une meilleure biocompatibilité. Donc là, vous avez sur cette figure un panorama non exhaustif des différents stents biorésorbables qui sont en cours de développement. Ce qu'on voit dans la deuxième colonne, c'est que c'est essentiellement pour l'instant des stents qui sont à base de polymères dérivés du PLLA, donc comme le stent Absorb, qui a un stent qui est le stent de Biotronik qui est à base de magnésium biorésorbable, un stent fait à base de fer modifié. Concernant les épaisseurs de mailles, on reste sur des mailles qui sont de taille assez importante sur la plupart des stents. On voit que pour les nouveaux PLLA ou pour les métaux biorésorbables, il y a une période de résorption qui est raccourcie par rapport au stent Absorb, qui est plutôt de 12 à 24 mois contre 24 à 36 mois pour le stent Absorb. Et on voit également pour le magnésium qui a une meilleure résistance mécanique par rapport au PLLA. Donc, ce qui permettrait d'avoir des stents avec des mailles plus fines, ce qui est le cas pour le stent de Biotronik, avec néanmoins quand même une résistance mécanique qui est inférieure largement à celle des stents actifs de nouvelle génération, donc que ce soit du chrome cobalt ou de l'acier inoxydable. Actuellement, les données qu'on a sur les nouveaux stents biorésorbables, elles sont surtout issues de petites cohortes, d'essais first-in-man de faisabilité. Il y a quelques essais randomisés qui sont publiés, qui sont résumés sur cette diapo, donc surtout à base de PLLA et le stent à base de magnésium. Ce qu'on voit, c'est que c'est des études avec des petits effectifs, avec des durées de suivi qui sont pour la plupart assez limitées, en tout cas qui dépassent de pas beaucoup la durée de résorption du stent, essentiellement des études de non-infériorité, avec des critères qui sont designés pour avoir une puissance pour des critères qui sont souvent non cliniques. Néanmoins, sur les critères cliniques qu'on a, il n'y a pas de signal pour l'instant défavorable pour les nouveaux stents biorésorbables, mais on a bien vu avec l'exemple d'Absorb qu'il fallait des gros effectifs et des suivis prolongés pour détecter ces événements. Vous avez donc ce que je viens de dire sur cette image. Sur la partie basse, on voit qu'il n'y a pas d'augmentation des target lesion failure avec les nouveaux stents biorésorbables. Néanmoins, sur la partie haute, on voit quand même qu'il y a des diamètres post-angioplastie qui sont inférieurs avec ces nouveaux stents par rapport aux stents actifs de nouvelle génération. Donc pour conclure, je vous rappelais que l'angioplastie coronaire a quand même pour but d'améliorer la survie des patients, diminuer le risque d'infarctus et les symptômes des patients, le tout avec un risque minimal. Que pour l'instant, les stents résorbables sont certes un concept intéressant, mais les avantages potentiels ne sont pas démontrés. Il y a au moins pour la première génération des complications tardives et qu'on est sur une technologie qui est encore immature. Dans les stents à l'essai, il y en a un certain nombre, voire la plupart, qui sont assez proches du stent Absorb, que ce soit dans les matériaux utilisés, que ce soit dans les épaisseurs de mailles. Et enfin, qu'on est face à un comparateur qui est le stent actif, qui quand même sont des devices assez sûrs et assez efficaces. Et donc peut-être qu'on recherche un gain marginal. De toute façon, il faut des essais randomisés de grande taille avec un suivi prolongé, un suivi qui au moins dépasse le temps de résorption du stent pour espérer voir apparaître d'éventuels effets délétères. L'ESC avait publié il y avait une task force de l'ESC qui avait publié
un parcours en plusieurs étapes pour développer les stents résorbables, donc avec d'abord des essais first in man de faisabilité de tout petits effectifs, puis ensuite des essais randomisés de petite taille, puis ensuite de plus grande taille, avec des suivis prolongés qui dépassent la taille, le temps de résorption des stents biorésorbables, le tout pour essayer de ne pas se retrouver dans la même expérience qu'Absorb, avec beaucoup de patients implantés et des complications tardives sur un grand nombre de patients. Il faut peut-être envisager des essais de supériorité, parce que même si on envisage une efficacité équivalente ou supérieure, on est sur une procédure qui est plus coûteuse financièrement et en tout cas beaucoup plus coûteuse techniquement, puisqu'il faut faire de l'imagerie endocoronaire avant l'implantation et après l'implantation pour s'assurer d'avoir un bon résultat. Donc actuellement, l'implantation elle est réservée de toute façon à des centres experts, uniquement dans le cadre d'essais cliniques. Il faut bien sélectionner les patients, s'assurer d'avoir une technique d'implantation optimale, donc PSP, de l'imagerie endocoronaire avant et après, et qu'il y a d'autres alternatives qui existent actuellement pour éviter de laisser du matériel dans l'artère, notamment en particulier les ballons actifs. Je vous remercie pour votre attention. Des questions pour Arnaud? C'est quand même intriguant parce qu'on va hyper sélectionner les patients une fois encore. C'est-à-dire on va prendre des monotronculaires, des artères larges et des sténoses courtes, faire de l'imagerie, avoir un beau résultat assez facile à obtenir autrement et plus rapidement. Et puis on va allonger les traitements antiplaquettaires. Alors ça, j'en ai pas parlé effectivement, mais il y a probablement un allongement des traitements antiplaquettaires le temps de la résorption du matériel. Mais qui irait alors jusqu'à combien? Parce que alors, dans les études, c'était très variable. C'était souvent un traitement antiplaquettaire classique de 1 an. Et donc, probablement pas suffisant puisqu'il y a les phénomènes tardifs. Mais effectivement, pour l'instant, c'est difficile de savoir combien de temps il faut laisser les traitements, la biointigration plaquettaire après l'angioplastie. les prochaines recos vont nous raccourcir le traitement antiplaquettaire dans l'angioplastie, y compris des syndromes coronaires aigus. Et donc, on va repartir dans l'autre sens avec les BVS. Alors, c'est vrai que l'étude Absorb, enfin le programme Absorb, parce qu'il y a quand même un paquet d'études, tu as montré, il y a eu un paquet de signaux négatifs avant de dire on arrête le programme. C'était basé sur beaucoup d'études de non-infériorité. Il faut toujours faire attention. Quel bénéfice, tu l'as dit à la fin, quel bénéfice on va avoir par rapport à la méthode de référence, qui pour l'instant encore le stent actif. Et je me souviens que le principal, c'était de récupérer la restauration de l'élasticité de l'artère. Et les études ont montré qu'il n'y avait pas de récupération de la plasticité de l'artère. Parce que probablement que l'athérome affecte un peu tous les mécanismes des cellules musculaires lisses, etc. Donc en gros, stent ou pas stent, actif ou pas actif, il n'y a pas de récupération. Donc c'est vrai qu'on se demande après quel est le bénéfice à part de ne pas avoir laissé du matériel effectivement derrière. Mais donc c'est vrai qu'il va y avoir les essais de supériorité. Non-infériorité, il faut toujours qu'il y ait un avantage. Que ça soit économique, que ça soit pour le patient, il faut qu'il y ait un avantage. Pour dire j'accepte des résultats pareils, voire un peu moins bien avec une durée d'APT prolongée, il faut se rappeler qu'il faut qu'il y ait un avantage derrière. Des questions? Arnaud, j'ai une question un peu provocative. Est-ce que tu ne penses pas que l'avenir, c'est pas plutôt de plus mettre de stent? Il y a des études qui... Alors, on fait de plus en plus d'imagerie endocoronaire, on a de plus en plus accès, on a plus de maîtrise. Et il y a des études à large échelle qui vont randomiser le ballon actif, plus ou moins stent en cas de mauvais résultats versus le stent actif. Est-ce que tu ne penses pas que c'est pas ça plutôt Alors, moi, le stent biorésorbable, c'est une technologie, à vrai dire, que j'ai un peu découvert pour cette présentation, parce que moi, ça s'est arrêté au tout début de mon internat. Donc, j'ai un peu repris les 15 dernières années de recherche sur le sujet. Effectivement, le ballon actif paraît une bonne solution pour beaucoup de cas. Après, il y a toujours le problème des dissections post-angioplastiques qui ne seront pas éligibles au ballon actif. Mais effectivement, dans le côté ne rien laisser derrière, ça paraît assez évident. Après, c'est pas possible pour toutes les lésions, comme d'ailleurs le stent biorésorbable. On a bien dit sur ces lésions simples, non calcifiées, l'infarctus, ça paraissait effectivement une indication assez idéale dans ce contexte, mais peut-être qu'effectivement, le ballon actif a un avenir, pour l'instant encore non démontré, et sur des lésions hyper sélectionnées. Alors, moi, je suis un peu sceptique sur le programme ballon actif, parce que, encore une fois, il va falloir faire mieux que le stent. Ouais. Et donc, avec des inconvénients qu'on sait à l'angioplastie seule, parce que c'est des inconvénients qui existaient avant dans les angioplasties sans stent. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'avec des inconvénients de technique, on va faire mieux que des angioplasties qui ont peu de complications. Donc, ça va être difficile de faire mieux. Alors, équivalent, peut-être, encore une fois, avec des non-infériorités,
Voilà. Mais pas sur l'ensemble des Et avec des patients et pas sur avantages l'ensemble des lésions. qui sont, encore une fois, très théoriques. Je rappelle juste que le premier patient dilaté par Andreas Gonzig lui a survécu, et c'était une angioplastie au ballon. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques patients pour lesquels l'angioplastie au ballon suffit. Et si on a la possibilité d'avoir l'imagerie endocoronaire et d'être dans une situation de sécurité, pour ne pas mettre de stent, peut-être que c'est une solution. Question que je pose. Ben, on verra si ça revient. C'est vrai que sur les petites artères, on a l'impression que ça pourrait faire jeu Sur les égal. petites artères, sur les branches, Mais sur les rosténoses, il y a plein de... plus on se rapproche du tronc, plus on se dit qu'on va voir surtout les inconvénients aigus et chroniques, donc la rosténose. Mais on verra si on va jusque-là. Merci beaucoup Arnaud.